Donc, aujourd'hui, d'une façon globale, on va discuter des troubles neurocognitifs majeurs. Alors, les troubles neurocognitifs majeurs, c'est le nouveau terme qu'on emploie pour définir ce qu'on appelait avant la démence. Parce que la démence, ça se dit plus. Parce que c'est quelque chose qui diminue le patient et qui donne une image négative de la personne. Donc maintenant, on parle de troubles neurocognitifs majeurs. Ce n'est pas une maladie psychiatrique, d'accord? C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qui est liée à un phénomène où le cerveau perd ses neurones à cause d'une pathologie, d'accord? À cause de mécanismes cellulaires défaillants, le cerveau perd ses neurones et le résultat clinique, c'est ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs majeurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de troubles neurocognitifs majeurs jusqu'ici? Non, docteur, ça va. Ça va, d'accord, très bien. Les troubles neurocognitifs, c'est en fait des pathologies, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui affectent les fonctions cognitives, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les fonctions supérieures. C'est tout ce qui concerne la mémoire, le raisonnement, le jugement, le calcul, la prise de décision et même les fonctions instrumentales, c'est-à-dire le fait de pouvoir conduire une voiture, le fait de pouvoir boutonner sa chemise, le fait de pouvoir lasser ses chaussures. Donc, il y a un phénomène où il y a une dégradation euh, de la qualité cognitive de la personne qui résulte qui résulte cliniquement en ce qu'on appelle euh, des troubles de la mémoire ou alors des troubles neurocognitifs majeurs. C'est des troubles qui sont souvent majeurs en gériatrie, mais c'est des troubles qui peuvent aussi être mineurs. C'est-à-dire qu'on a des troubles neurocognitifs majeurs d'une part et des troubles neurocognitifs mineurs d'autre part. La différence entre un trouble neurocognitif majeur et un trouble neurocognitif mineur, c'est que le trouble neurocognitif majeur affecte l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que la personne n'est plus autonome, elle n'est plus capable de se gouverner toute seule, elle n'est plus capable de se gérer toute seule, elle n'est plus capable de gérer ses factures, de gérer ses comptes bancaires, de gérer sa vie au quotidien, de faire la cuisine. Voilà. Donc, globalement, c'est ça la différence entre le majeur et le mineur. Alors que la personne qui a des troubles neurocognitifs mineurs est quand même encore capable de gérer un certain nombre de choses. Il faudrait couper vos micros, s'il vous plaît. Les troubles neurocognitifs sont fréquents chez les personnes âgées, mais ils peuvent également survenir plus tôt. C'est-à-dire qu'on a une partie des troubles neurocognitifs qui peuvent survenir à des âges plus jeunes. Il y a des gens qui commencent la maladie à 50 ans. Moi, j'ai vu des patients qui ont commencé la maladie à 50 ans et ou à 60 ans et qui ont évolué très rapidement. Il y a aussi des gens qui commencent très tardivement, c'est-à-dire des personnes vraiment gériatriques qui commencent la maladie autour de 80-85 ans. Il faut dire que dans la classification des troubles neurocognitifs, la maladie d'Alzheimer, c'est le principal trouble neurocognitif majeur. C'est la 4e cause de mortalité en France et on pense que les chiffres vont augmenter au fil des années. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est le principal problème quand on parle des troubles neurocognitifs majeurs. C'est-à-dire que dans la famille des troubles neurocognitifs, la maladie d'Alzheimer est une composante parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'on a arrêté de parler de démence parce que c'est très vague. On parle maintenant de troubles neurocognitifs au pluriel qui englobent la maladie d'Alzheimer en premier, comme joker, on va dire, et plusieurs autres maladies en second. Il faut être capable de comprendre le diagnostic et la prise en charge parce que c'est la seule chose qui peut améliorer la qualité de vie des résidents. Il y a des progrès qui sont faits. Vous allez voir qu'il y a des traitements qui sont proposés actuellement, mais est-ce que c'est pour nos patients gériatriques? Là est la discussion. Quels sont donc les critères diagnostiques d'un trouble neurocognitif majeur? Alors, il existe ce qu'on appelle le DSM-5, le manuel de diagnostic statistique. C'est celui qui reprend un peu dans le jargon neuropsychiatrique la plupart des définitions des troubles.
Ça peut être une maladie cognitive, ça peut être une confusion. Le DSM-5, c'est vraiment un ensemble de définitions qu'il est important de connaître pour la pratique gériatrique. En fait, les troubles neurocognitifs majeurs sont basés sur des critères précis. Le premier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait une évidence d'un déclin cognitif significatif en rapport avec le niveau de performance antérieur dans un ou plusieurs domaines cognitifs. Ce déclin, il peut être observé par la personne elle-même, par un proche ou un intervenant. Et il faut aussi qu'il y ait une performance cognitive nettement déficitaire documentée par des tests. Cela veut dire que la première condition pour qu'on puisse parler de troubles neurocognitifs majeurs ou de démence dans l'ancien jargon, c'est qu'il faut qu'il y ait un déclin cognitif significatif et que ce déclin touche au moins un domaine cognitif. Et je vous ai dit tout à l'heure, les domaines cognitifs, ça pouvait être la mémoire, ça pouvait être les fonctions exécutives, ça pouvait être le langage, ça pouvait être le calcul, d'accord? Ça pouvait être aussi les praxis. Donc, il y a effectivement plusieurs domaines cognitifs, c'est-à-dire que le cerveau permet de faire plusieurs choses. Et dans les troubles neurocognitifs majeurs, il y a un déclin significatif de ces fonctions supérieures. Le deuxième critère, c'est que les déficits cognitifs doivent interférer, comme je vous ai dit, avec l'accomplissement autonome des activités quotidiennes. Ça veut dire que une personne qui a un trouble neurocognitif majeur, lorsqu'il est dit majeur, normalement, il est plus autonome. C'est-à-dire qu'il a plus la capacité de faire ses activités de la vie quotidienne tout seul. C'est souvent des patients qui sont désorientés, qui ne peuvent plus conduire, qui ne peuvent plus signer des documents pour des transactions financières parce qu'ils n'arrivent plus à avoir une capacité de jugement suffisante pour effectuer de telles actions. La troisième condition, le troisième critère, c'est que les déficits cognitifs ne sont pas observés dans le contexte d'un délirium. Qui sait ce que c'est que le délirium? Il y a une idée? Confusion. Un syndrome Confusion, peut-être. Très bien. Le délirium, c'est le syndrome confusionnel. Je m'arrête là parce que souvent, aux urgences, même ici, les gens pensent que la confusion veut dire que la personne a des troubles neurocognitifs, alors que c'est faux. La confusion, on sait que c'est quelque chose d'aigu qui est sous-tendu par une cause, forcément sous-tendu par une cause. Et lorsque la cause est traitée, la confusion peut s'en aller. Même si on sait que les gens qui ont tendance à être confus développent plus facilement des troubles neurocognitifs majeurs plus tard. Mais il faut savoir que les déficits cognitifs doivent être bien isolés d'un délirium, c'est-à-dire d'un syndrome confusionnel. C'est-à-dire que ça se complète avec le quatrième critère. Ça veut dire qu'en fait, les déficits observés ne doivent pas pouvoir être mieux expliqués par un autre problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait le tour des problèmes et déjà identifier que les troubles neurocognitifs ne remplissent pas les critères de syndrome confusionnel. Je rappelle que le syndrome confusionnel a aussi sa définition DSM-5. Et il faut aussi en plus qu'on ne retrouve pas quelque chose de factuel, quelque chose lié à la psychiatrie, quelque chose lié à la neurologie de façon spécifique qui puisse expliquer les déficits observés. Ça veut dire que le diagnostic doit être précis. Il faut pouvoir donner l'étiologie. Est-ce que c'est des troubles neurocognitifs majeurs liés à une maladie d'Alzheimer, ce qui est le cas le plus fréquent? Est-ce que c'est ce qu'on appelle souvent une démence vasculaire? J'utilise démence, mais il ne faut pas, mais c'est pour que vous compreniez. Est-ce que c'est une démence à corps de Lévy? Est-ce que c'est une démence au prion? Est-ce que c'est une dégénérescence cortico-basale? Là, on est dans les déclinaisons des troubles neurocognitifs qui peuvent avoir plusieurs étiologies. C'est ce qu'on appelle le diagnostic étiologique. La présence ou non des comportements perturbateurs et le niveau d'atteinte de l'autonomie. C'est-à-dire que lorsque vous poserez le diagnostic de trouble neurocognitif majeur, il faut quand même dire la sévérité, hein, quand même dire si l'atteinte d'autonomie est légère, modérée ou sévère. C'est très important parce que la prise en charge n'est pas la même. Je vous donne donc la classification des troubles neurocognitifs majeurs. Sur la figure à droite que je pointe, vous allez voir que ce qu'on appelle les atteintes neurocognitives ou alors les troubles neurocognitifs
peuvent avoir deux déclinaisons, je vous ai dit. On peut avoir des troubles neurocognitifs majeurs, donc sévères, et on peut avoir des troubles neurocognitifs mineurs, c'est-à-dire qui sont encore à un stade léger. Vous voyez bien qu'à côté, il y a le délirium, c'est-à-dire le syndrome confusionnel. Ça veut dire que diagnostic différentiel de troubles neurocognitifs en situation aiguë égale syndrome confusionnel. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de délirium, il n'y a pas de confusion associée. Une fois que on a une évidence que la personne a des troubles neurocognitifs majeurs, on sait que l'étiologie principale, c'est en premier la maladie d'Alzheimer. Ensuite, il y a les atteintes frontotemporales. Ensuite, il y a la maladie à corps de Lévy qui est souvent associée à un syndrome parkinsonien. Il y a l'atteinte vasculaire. Il y a le traumatisme crânio-cérébral, c'est-à-dire ancien, c'est-à-dire les micro-traumatismes répétés du. Parce que vous avez les sons, nous on n'entend rien. Je pense que le partage et le son est coupé. Oui, moi, chez moi, j'entends rien. Veuillez patienter quelques instants pour que le docteur puisse se reconnecter. Il y a quelques problèmes techniques.
Allô? Allô? Oui, allô? Excusez-nous, le docteur rencontre quelques difficultés. Il va bientôt se connecter. Il y a quelques Oh, problèmes de d'accord. son. D'accord. On a eu des soucis de connexion visiblement. Je pense que j'ai été déconnecté. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on s'est perdu là. Question au niveau de la classification des troubles neurocognitifs. Il faudrait me dire parce que vous voyez, comme j'étais en plein écran, je pense que je vais quitter le plein écran parce que ça m'empêche de voir quand il y a des soucis de connexion, ça m'empêche de voir. Donc, est-ce que je vous avais déjà expliqué que c'était pas un syndrome confusionnel? Oui, docteur, nous étions au niveau de la classification des troubles neurocognitifs. Vous avez D'accord. parlé du délirium, et puis là, on était avec la maladie d'Alzheimer, la principale cause. Oui. Au niveau du schéma, il y a un schéma là que vous. Ah, d'accord, il y a un schéma. Mais, ouh là là, j'ai peur de remettre en plein écran et perdre la connexion. On va faire comme ça, hein. Ce que je vais faire, je vais essayer de dérouler voilà, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Là, peut-être que vous voyez mieux, d'accord? Et on essaie de faire comme ça. Votre écran n'est pas partagé, docteur. Ah oui. Fenêtre. Là. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux là? Mhm. On va faire comme ça, hein, pour que je puisse savoir. Donc, je vérifie juste l'enregistrement est toujours en cours. Voilà. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans les atteintes neurocognitives, on peut avoir une atteinte majeure et on peut aussi avoir une atteinte mineure. Globalement, il faut toujours exclure le délirium en premier. C'est pour ça que dans le schéma, il intervient plus haut. Et donc, quand le syndrome confusionnel est exclu, on peut se diriger vers les étiologies. Donc, on a la maladie d'Alzheimer, qui est la forme la plus courante. On a la démence vasculaire, qui résulte souvent des lésions cérébrales dues aux AVC et à des problèmes vasculaires. Et les symptômes sont souvent variés et dépendent de la zone touchée. C'est-à-dire qu'une personne qui a un AVC frontal et l'autre qui a un AVC sylvien et l'autre qui a un AVC occipital, ce n'est pas la même présentation clinique que vous aurez au niveau de l'expression de la maladie cognitive. Ça peut être une maladie à corps de Lévy qui est souvent associée à un syndrome parkinsonien et qui est caractérisée par des hallucinations visuelles fréquentes. C'est souvent des patients qui ont des terribles hallucinations de choses vraiment qui ne sont pas réelles, qui voient des licornes, des éléphants, voilà. Et le traitement de cette maladie à corps de Lévy est spécifique. Je disais que là, en rouge, vous voyez bien que ce n'est pas un syndrome confusionnel. Donc, il faut surtout faire attention à ne pas penser que, euh, disons que, à ne pas confondre un syndrome confusionnel à une atteinte cognitive. Même si les deux peuvent coexister, d'accord, et que l'un peut entraîner l'autre, et vice-versa. Ensuite, je vous ai dit que je faisais cette diapo sur la maladie d'Alzheimer. Je vous disais que les troubles de la mémoire, en fait, c'est surtout la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire de ce qui nous est arrivé à nous. Donc, par exemple, ce matin, j'ai une cousine qui m'a apporté un repas que j'aime bien, mon repas préféré. Le malade d'Alzheimer, il va l'oublier, hein, une fois que la personne, une fois que le moment sera passé, la personne oublie. Donc, c'est donc des troubles de la mémoire à court terme. On peut aussi avoir des troubles de la mémoire sémantique et des troubles de la mémoire procédurale.
Les troubles des fonctions exécutives sont fréquents. Il y a souvent une désorientation, des troubles de langage, un manque du mot. Il faut savoir que la thérapeutique a beaucoup évolué pour la maladie d'Alzheimer et que globalement, c'est toujours une prise en charge pluridisciplinaire et multidimensionnelle. C'est-à-dire que on peut avoir une partie liée qui concerne les traitements médicamenteux, mais il y a une grosse partie sociale derrière à chaque fois qu'on a un malade qui a une maladie d'Alzheimer et de toutes les façons des troubles neurocognitifs. Parce que la prise en charge est un peu pareille, hein, à quelques différences prêtes. Globalement, la prise en charge médicale et sociale est un peu pareille. Il faut savoir qu'en gériatrie, vous êtes dans une spécialité médico-sociale, donc vous n'aurez pas que le médical à gérer, vous aurez très souvent aussi le social à gérer. C'est la particularité. J'avance quand même en disant que, en termes de conclusion de ce diapo de révision, que les troubles neurocognitifs majeurs nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire qui inclut donc le médecin, les psychologues, le soutien familial, les ergothérapeutes et plusieurs autres professionnels qui agissent sur des composantes de la maladie. Il faut savoir que maintenant, si le diagnostic est fait précocement, on a le lecanemab qui a eu une autorisation de mise sur le marché en France et qui permet pas de soigner, mais de retarder la progression de la maladie lorsqu'on la découvre vraiment très tôt. Il y a des critères très spécifiques pour être éligible à ce traitement. C'est pas très gériatrique parce que les personnes éligibles pour le moment sont encore des gens jeunes et qui comprennent à des stades vraiment précoces de la maladie. Donc, je vous ai mis ça aussi pour vous inviter à lire dessus parce que comme c'est une actualité, ça a été validé là en fin 2024, c'est quand même des questions qui peuvent venir à l'examen juste pour connaître votre niveau de culture. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au cas clinique? Docteur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Docteur, s'il vous plaît, pour poser le diagnostic d'un trouble neurocognitif, en fait, je vais dire, est-ce que le diagnostic d'un trouble neurocognitif est clinique ou alors il y a des éléments, comment je vais dire, ou alors est-ce que je me base sur les échelles d'évaluation des troubles cognitifs pour poser le diagnostic d'un trouble neurocognitif? Désolée pour la tautologie. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, les éléments, ils sont d'abord cliniques, mais vous aurez toujours besoin de paracliniques, d'accord, pour confirmer vos hypothèses, ou au moins pour exclure. Vous avez vu dans la définition, il faut exclure une autre cause, c'est très important. Donc, vous aurez toujours besoin de la paraclinique. Donc, on ne peut pas dire que le diagnostic est à 100% clinique, mais il est en partie clinique parce que quand on a des éléments qui traînent, on peut se dire, nous, en pratique, quand on voit des patients, on arrive à dire s'ils ont des troubles cognitifs ou pas. Maintenant, on ne pourra pas dire, ah, c'est une maladie d'Alzheimer, ah, c'est une DFT, ah, c'est vasculaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour être précis dans ton étiologie, tu auras quand même besoin d'exploration. Même si, de façon générale, tu peux poser le diagnostic de trouble neurocognitif majeur, cliniquement, avec une observation clinique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, docteur, j'ai une question par rapport aux critères diagnostiques des troubles neurocognitifs, d'après le DSM-5. Oui. C'est le critère D. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, lorsqu'on dit les déficits cognitifs ne sont pas mieux expliqués par une autre affection mentale? Oui, ça veut dire... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle le diagnostic d'exclusion. Ça veut dire que les déficits que vous observez ne sont pas liés à un autre problème, par exemple, au niveau du cerveau. C'est-à-dire que, prenons quelque chose de tout bête, ou alors à la santé mentale. C'est-à-dire que si la personne a une schizophrénie,
Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas avoir une maladie d'Alzheimer. Mais pour poser le diagnostic du trouble neurocognitif majeur ou de maladie d'Alzheimer, il faut être sûr que les symptômes que vous voyez ne sont pas liés à la schizophrénie. Je ne sais pas si on se comprend, par exemple. Oui, lorsqu'on parle d'affection mentale, on doit faire allusion à quel groupe exactement? Est-ce que vous avez parlé de troubles psychiatriques? Oui, parce que il faut faire, ça peut être un trouble de la personnalité, ça peut être un trouble psychiatrique, donc une vraie maladie psychiatrique, ça peut être un trouble de la personnalité. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de maladies qui peuvent en fait mimer une atteinte cognitive. Mais votre travail de gériatre, effectivement, c'est de faire la part des choses. C'est pour ça que le critère 4, il existe. C'est dire que vous êtes capable de dire que il n'y a pas une autre maladie qui explique le trouble cognitif et c'est pour ça que vous vous orientez vers un trouble neurocognitif majeur dont les étiologies sont à peu près connues. Comprenez? Par exemple, les malades qui sont atteints de trisomie, d'accord? Trisomie 21. Si vous les rencontrez, vous direz qu'ils ont un trouble neurocognitif ou pas. Supposons que vous ne connaissiez pas la trisomie. Non, je crois que apparemment, c'est une maladie génétique, c'est génétique, je crois que c'est Voilà, génétique. exact. Donc, en fait, par exemple, si vous rencontrez un trisomique qui a des troubles de la mémoire, parce que c'est comme ça dans sa maladie, ça ne veut pas dire que vous comprenez maintenant ce que je veux dire. Je ne sais pas Non, si vous parce que comprenez. je comprends. Oui, Oui. lorsqu'on dit ce n'est pas mieux expliqué par une autre affection mentale, je crois que l'affection mentale, c'est lié, ça peut être rencontré en cas de trisomie 21, mais ce n'est pas une pure affection mentale. Il y a aussi Oui, un autre aspect génétique. oui, en fait, ce qu'on dit, c'est que, par exemple, un malade qui est schizophrène, qui se met à tout casser, qui est agressif, qui ne comprend pas ce que vous lui dites, qui est désorienté, c'est pas un trouble neurocognitif, c'est ce qu'on veut dire là. Le critère 4, il fait appel à votre capacité à éliminer les diagnostics différentiels qui peuvent nous orienter vers un trouble neurocognitif alors qu'il n'y a pas de trouble neurocognitif. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce critère. C'est-à-dire que les déficits que j'observe, le déclin cognitif que j'observe, je n'arrive pas à l'expliquer par une trisomie, par une schizophrénie, par un retard mental, par exemple. Vous comprenez? Donc, c'est ça le sens de la définition. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais peut-être que dans le cas clinique, on reviendra dessus parce que le cas clinique, il est quand même assez complexe. Il faut qu'on commence. Alors, le cas clinique que vous avez reçu, effectivement, c'était un sujet des troubles neurocognitifs, mais peut-être que je ne vous ai pas donné toutes les étiologies, hein, parce que là, peut-être qu'il y aura d'autres étiologies. Donc, on a le premier cas clinique, hein, il me semble, parce qu'il y en a deux. Le premier cas clinique, c'est une femme de 84 ans qui est hospitalisée à la suite d'une chute à domicile avec impossibilité de se relever. Depuis sa retraite, elle est veuve sans enfant. Elle vivait seule chez elle. Il faut couper vos micros, s'il vous plaît. C'est très, très gênant. Elle vivait seule chez elle avec un confort limite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chauffage automatique, pas de salle de bain. Donc, elle sortait rarement. Le début de l'hospitalisation est difficile, donc avec une désorientation importante. Elle oublie le scénario qui a conduit à son hospitalisation. Il y a une agitation et surtout des périodes d'agressivité verbale. Il a été nécessaire de prescrire systématiquement une association thiapri de méprobamate, mais disons que c'est ce qu'on appelle du thiapridal, c'est un médicament antipsychotique. Et l'examen montre une marche à petits pas sans signe d'atteinte pyramidale. Il existe quand même des fuites urinaires qui nécessitent une protection. Alors, les questions. Donnez les principaux syndromes gériatriques dont souffre la patiente.
qu'est-ce que vous avez pu trouver, vous, comme syndrome gériatrique dans cet énoncé? La chute, Très bien. le syndrome d'immobilisation, Qu'est-ce que ça veut dire? syndrome d'immobilisation, c'est-à-dire, c'est ça le syndrome de désadaptation. Voilà. Oui. Oui, on peut dire, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'accepte. Donc, c'est peut-être, probablement une désadaptation psychomotrice, si je peux dire. Mhm. Donc, Un probablement, syndrome, autre syndrome. un syndrome confusionnel. Alors, syndrome confusionnel, oui. Est-ce que, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, tu peux dire, hein, parce qu'après, ça va être chaud pour le diagnostic, vu que on accepte gentiment tout ce que la collègue nous dit. Quoi d'autre? Les troubles sphinctériens. Alors, est-ce que c'est un syndrome gériatrique? Bon, oui, d'accord. Syndrome gériatrique ici, c'est pas dans le sens de dire forcément syndrome comme syndrome d'épanchement pleural, c'est pas la même chose. Syndrome gériatrique, c'est des grands groupes de pathologies qui sont très spécifiques à la personne âgée et qui nous interpellent en termes de prise en charge. Je rappelle. D'accord, trouble sphinctérien, très bien. Quoi d'autre? Et puis les troubles neurocognitifs. Alors, trouble neurocognitif, bah, très bien. Écoutez, c'est très bien ce que vous venez de faire. Est-ce que vous voyez d'autres syndromes gériatriques Moi, ici? je voulais ajouter la dénutrition. Bon, alors là, vous arrivez à voir la dénutrition. Bon, Avec l'impossibilité de se relever. mais comment vous voyez la dénutrition, vous? Bon, c'est vrai qu'en termes de DMC, poids, taille, ce n'est pas Oui, précisé. parce que la dénutrition, il y a des critères bien précis. Est-ce que vous les avez là? Parce qu'on ne vous parle même pas de repas. Non, oui, ça c'est vrai. Un Alors, syndrome dépressif. alors, je m'arrête quand même sur la réponse du docteur Rodriguez qui semble. Faites très attention le jour de l'examen parce que si vous donnez des réponses comme ça, c'est possible qu'on vous mette 0 à la question, même si vous avez des réponses justes. Comprenez? Donc, il y a ce qu'on appelle des PMZ et des MZ à l'examen. C'est-à-dire que c'est des choses que si vous avez mis, vous avez 0, et des choses que si vous n'avez pas mis, vous avez toujours 0. Donc, faites attention à ce que vous dites et faites bien une analyse de texte avant de donner vos hypothèses, parce que ça peut vous coûter cher. D'accord. Alors, vous voulez dire Docteur, autre chose? oui, docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut ajouter, bon, j'ai ajouté l'isolement social parce Très qu'on bien, dit que c'est une dame, très bien. on dit C'est un que c'est syndrome une, gériatrique d'isolement social. Très bien. ok. Et puis la dépression aussi. Alors, la dépression, oui, on peut, mais quand vous n'êtes pas sûr, dites probable, entre parenthèses, parce que oui, il y a quand même des éléments, elle ne sort pas de chez elle, Mhm, là, mhm. c'est compliqué, oui, je suis d'accord. Oui, on peut, hein, on peut essayer de dire qu'il y a quand même quelques traits de syndrome dépressif. Est-ce qu'on peut Oui. parler aussi d'un syndrome post-chute, vu qu'à l'examen, elle marche à petits pas? Syndrome post-chute, après, dites plutôt trouble de la marche, d'accord? Trouble de la marche et de l'équilibre, c'est un syndrome gériatrique, il me semble. D'accord? C'est des entités qui sont très fréquentes chez la personne âgée et qui nous interpellent. Alors, oui, on peut dire suspicion de syndrome post-chute, mais je préfère encore dire des adaptations psychomotrices, même si c'est un peu pareil. D'accord? Oui, on peut dire ça. D'accord? À tout cas, ça, on peut dire. Mais il faut être capable de justifier ce que vous dites. Vous voyez quoi d'autre comme syndrome ici? Pour la perte d'autonomie, est-ce que c'est un syndrome gériatrique? Est-ce qu'on peut la considérer ici? Alors, perte d'autonomie, syndrome gériatrique, c'est un peu, la perte d'autonomie, c'est en fait la résultante de tout. Vous voyez, donc dire perte d'autonomie, c'est pas spécifique.
Perte d'autonomie à cause de quoi? Alors que quand on parle de syndrome gériatrique, on veut des entités qui nous parlent et qui vont faire en sorte que on aille rechercher. Donc la chute, déjà, ça traduit et l'impossibilité de se relever. Le syndrome post-chute, comme les collègues ont dit, ça traduit une perte d'autonomie. On peut accepter perte d'autonomie. Disons que si vous mettez ça, ça ne va pas vous faire zéro à la question, quoi. Mais voilà, je suis un peu dubitatif. Moi, je suis quand même sur les grands classiques de syndrome gériatrique, comme voilà, l'isolement social, syndrome confusionnel, les troubles neurocognitifs, les troubles de la marche, les troubles sphinctériens. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Docteur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut également parler d'un syndrome parkinsonien? J'ai dit, est-ce qu'on peut parler de ça? C'est Non. vrai? Non. Non, parce que Non. on parle de sans signe d'atteinte pyramidale. Voilà. Non, mais même pas. Mais même pas parce que dans le syndrome parkinsonien, on a plutôt un syndrome extra-pyramidal. D'accord? Mhm. Et de toute façon, le syndrome parkinsonien, ce n'est pas un syndrome gériatrique. D'accord? Ok, ok. C'est une maladie gériatrique, mais c'est pas très. Ouais, bon, après, c'est mitigé ce que vous dites. Mais des grands syndromes, imaginez-les un peu comme plutôt des entités que des maladies. C'est souvent des Mhm. entités et ce n'est pas des maladies. D'accord? Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a quand même assez fait le tour, hein. On va Merci. avancer. Alors, à ce stade, qui c'est qui a un diagnostic là? Non, Moi, pardon. docteur, Oui, là, j'ai pensé à un, en fait, un trouble neurocognitif qu'on appelle l'hydrocéphalie chronique, dite à pression normale. d'accord. Sur la base de quoi? Euh, C'était sur la base de... Oh là là, attendez, je regarde. Bon, docteur, faut dire que j'ai un peu triché parce que Oui, oui, c'est la ce qu'on attend de question, vous, hein. C'est ce que, voilà, il faut vous inspirer de la suite de l'énoncé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de juste souci. que, parce que dans la question qui suit, donc la question en bas, on dit, on se en fait, il décide de faire une PL et voilà, il n'arrive, je sais pas, il n'arrive pas. Désolée, je n'ai pas le cas clinique à côté de moi, mais la question en bas disait qu'on se propose de faire une PL, mais on n'arrive Oui, pas. Alors quand oui, je mais lisais dans le trouble neurocognitif, je suis d'accord avec vous, Victor, c'est Victoire. Je suis d'accord avec Victor, vous, d'accord? Mais je vous dis, vous avez bien fait de vous inspirer et c'est ce qu'on vous demande. Essayez toujours de lire toutes les questions parce que des fois, les réponses sont dans les questions. Voilà. C'est pas un souci. Mais je vous dis, oubliez que vous avez lu les questions. À ce stade, c'est quoi les éléments qui vous font penser à ce diagnostic qui est correct et donc la présentation clinique est assez typique. Moi, je pense que La c'est la triade, de Hakim. la triade d'Adam et Hakim. D'accord, très bien. C'est donc la triade d'Adam et Hakim. Oh. La triade d'Adam et Hakim, c'est une triade caractéristique qu'il faut vraiment pas manquer. Lorsqu'on a des troubles de la marche et de l'équilibre, que en plus de ça, on a des troubles vésico-sphinctériens et que par-dessus le marché, on a des troubles neurocognitifs, il est très fort probable, si la personne est âgée, que ce soit une hydrocéphalie à pression normale. Surtout si on a une installation assez récente des troubles neurocognitifs. Comprenez? C'est l'un des rares troubles neurocognitifs qui peut être réversible, justement, si diagnostiqué à temps et traité à temps. Donc, la triade d'Adam et Hakim, c'est caractéristique. Et vous avez tout dans ce texte. Il faut vraiment lire le texte et comprendre la logique de tout ça. Voilà. Alors, on va continuer. À la question 2, le scanner montre une importante dilatation des cavités ventriculaires. On vous a tout dit, hein, franchement, c'était facile. C'est parce que on fait connaissance, d'accord? Mais je vous promets, la prochaine fois, ça sera pas aussi facile. Le scanner montre une importante dilatation des cavités ventriculaires sans atrophie corticale importante. Le ralentissement intellectuel paraît certain, car après plusieurs jours d'observation dans le service,
une fois moins agressive, on mesure des difficultés dans le calcul mental simple alors qu'elle était fleuriste. Donc, alors qu'elle a peut-être l'habitude de compter les fleurs, de compter voilà, des trucs. Alors, quel diagnostic doit-on évoquer? Bon, vous avez déjà évoqué le diagnostic, d'accord? C'est très bien. Ici, c'est la question que moi je peux vous poser, vu que vous connaissez déjà le diagnostic, parce que c'est quoi les signes, c'est quoi les signes, c'est quoi les signes radiologiques de cette maladie? Ah oui, monsieur, dans le document, c'est les signes radiologiques qu'on rencontre, c'est une dilatation tétraventriculaire Très bien, avec des sillons corticaux moins dilatés, voire effacés. Une suffusion transépandymère du liquide cérébrospinal très bien, avec c'est hypodensité scalographique et hypersignal denté de périventriculaire. d'accord, c'est C'est le bien. C'est bien. à l'IRM. Et surtout, est-ce qu'il y a un obstacle ou pas? C'est ça hein, aussi, hein, d'accord? Dans l'imagerie de cette maladie, il faut toujours dire que finalement, euh, on n'a pas d'obstacle hein, qui fait que c'est pour ça qu'on parle d'hydrocéphalie à pression normale, c'est parce que ça circule, d'accord? La pression reste normale, mais il y a cette dilatation ventriculaire qui fait que euh, il n'y a pas d'obstacle, alors que dans l'hydrocéphalie classique, souvent on a un obstacle quelque part. Vous comprenez? Donc, c'est très bien. Alors, donc on est sur un tableau classique d'hydrocéphalie à pression normale du sujet âgé. Et la question numéro 3, effectivement, parle d'une ponction lombaire soustractive. C'est souvent à la fois un geste curatif, ah non, un geste diagnostique, parce que il permet quand même, si généralement quand on fait la ponction lombaire soustractive à ces patients, les troubles de la marche s'améliorent en premier et le cognitif après. D'accord? C'est souvent sur les troubles de la marche et de l'équilibre qu'on a cette vraie efficacité de la ponction lombaire soustractive. Cette ponction lombaire soustractive peut aussi être utilisée justement pour soulager le malade de façon itérative et ça peut aussi être utilisé comme indicateur pour savoir si un traitement chirurgical poussé pourra fonctionner. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de ponction lombaire soustractive euh, dans ce type, chez ce type de patient. C'est quand même important de savoir que c'est ça le traitement. En fait, elle refuse ce traitement. Que faut-il faire? Doc- Docteur, j'essaie. Oui. Après ça, c'est une question sociale maintenant, hein. Vous voyez que la gériatrie, on n'est pas que, voilà. Donc, voilà. Donc, donc, vu qu'elle refuse, je la laisse un moment, étant donné que dans les troubles neurocognitifs, parfois la personne, le patient est versatile, je sais pas si c'est versatile ou ambivalent. Je le laisse d'abord, je reviens un moment et je lui réexplique en quoi ça consiste, le bienfait, voilà, qui en découlera, ou bien les Oui. bienfaits qui en découleront. Très bonne Et, approche. Très bonne approche. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire par versatile, ça se dit pas, mais on sait que dans les troubles neurocognitifs, il y a ce qu'on appelle une fluctuation des symptômes. D'accord? Tout comme dans le syndrome confusionnel. Sauf que dans les troubles neurocognitifs, la fluctuation est quand même assez, c'est quand même difficile de l'avoir sur une même journée. Ça peut être sur des journées différentes où on a quand même l'impression que la personne est mieux connectée que les autres jours. Donc, effectivement, il faut déjà revenir voir la patiente plus tard, effectivement, pour qu'elle vous reconfirme bien qu'elle ne veut pas ce seul traitement qui pourrait la soulager. Et en essayant de décaler le rendez-vous comme ça vous permet aussi d'avoir la chance de tomber sur une fluctuation positive, c'est-à-dire que de tomber sur un jour où la patiente est quand même bien au niveau cognitif, parce qu'il y a cette fluctuation hein, qui existe, et de lui dire, écoutez, je vous ai proposé ce traitement, est-ce que vous en voulez toujours pas? Donc ça, c'est bien. Franchement, c'est très, très bien. Quoi d'autre? docteur, une autre chose, euh, si ça, si ça persiste malgré ça, je me propose de la sédater.
Oh non, tu ne vas pas faire ça. Il faut savoir que ça, c'était aussi une question piège. Justement, si tu mets ça, tu auras 0 parce que il faut toujours respecter et rechercher le consentement des gens, même s'ils ont des troubles neurocognitifs. D'accord? Ok. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a des troubles neurocognitifs qu'il n'a pas le droit de refuser des traitements. Donc, les gens ont toujours le droit de refuser des traitements, même s'ils ont des troubles neurocognitifs. Et nous, on n'est pas, voilà, il faut toujours rechercher au moins, voilà, rechercher une absence d'opposition, une absence de consentement ou un consentement indirect ou une opposition indirecte. Mais il ne faut jamais aller à l'encontre de ce que les patients veulent, même s'ils ont des troubles neurocognitifs. Et ça, c'est Ok. important dans la dimension psychologique du soin et aussi en termes de critères de bien-traitance en gériatrie, c'est que voilà, il faut toujours voilà, être respectueux aussi des positions des patients. D'accord? Mhm. Peut-être que quand Oui. vous avez dit ponction lombaire, il s'est souvenu qu'il avait eu la méningite à 3 ans et ça affecte tic. Et du coup, voilà. Donc, il faut vraiment faire voilà, on va pas sédater les patients pour les soigner. Voilà, c'est pas raisonnable du tout, sauf dans certaines conditions en psychiatrie, où il y a des agitations qu'on peut pas tolérer parce que c'est dangereux pour le patient et la personne. Mais là, c'est un patient qui refuse simplement un traitement qui aurait pu même ne pas marcher, hein, parce que des fois, on fait des traitements et ça marche pas, il faut le savoir, dans l'hydrocéphalie à pression normale. Et donc, voilà, c'est donc cette dimension, il faut refuser. Mais il faut toujours ouvrir le débat, revoir la personne en entretien, voilà, essayer différentes stratégies, mais toujours respecter son consentement. Est-ce que vous avez une autre idée de ce qu'il faut faire? Monsieur, je crois qu'il faudrait peut-être qu'elle essayer de lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle refuse le traitement. Si elle le refuse, peut-être qu'elle n'en connaît pas les bénéfices. Bon, je crois qu'il appartient au médecin de lui expliquer qu'est-ce qu'elle aura à en tirer de positif, également les risques qu'elle encourt, les potentiels effets indésirables. Bon, je crois que, étant donné qu'elle a des troubles neurocognitifs, si elle ne comprend pas ce qu'il y a lieu de faire, peut-être faudrait faire appel à un de ses aidants, son aidant principal ou l'autre membre de la famille, pour lui expliquer exactement, pour leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire de la patiente qui a des troubles neurocognitifs, qui ne comprend pas bien ce Oui, qu'on essaie de lui expliquer. très Bon, bien. et au cas où, je crois que, étant donné elle peut prendre une mauvaise décision, il faudrait faire appel à ses aidants. Oui, c'est Et bien. je pense que sur le plan éthique, il faudrait aussi respecter sa décision, je comprends. Mais déjà, Oui, il c'est faut bien. savoir. C'est bien. Parce que l'élément que vous apportez en plus, c'est communiquer avec la famille, d'accord? La famille qui pourra aussi avoir cette chance-là de discuter avec elle un autre jour où il y aura une bonne fluctuation qui permet qu'elle comprenne, d'accord? Et finalement qu'elle accepte. Là, c'est très bien. Donc là, c'était effectivement une question pour voir comment est-ce que vous gérez la résistance, comment est-ce que vous gérez le refus. Effectivement, ce qu'il faut pas faire, c'est forcer le patient, c'est le sédater, c'est le contentionner pour faire des traitements, parce que ça, c'est vraiment pas bien. Il faut toujours qu'il y ait une adhésion aux soins. Hein, les études montrent que quand les gens adhèrent aux soins, il y a plus de résultats positifs. Alors, question suivante. Quels sont les diagnostics différentiels possibles de cette dame? Donc, on avait déjà vu, hein, on avait déjà vu dans ma présentation théorique tout à l'heure un peu quels sont les différents diagnostics possibles. C'est quoi les diagnostics différentiels possibles? Docteur, j'essaie. La Oui, maladie, oui. la maladie à corps de Lévy. D'accord. Sur la base de quel argument? Sur la base de, voilà, toujours tout ce qu'elle présente, les troubles neurocognitifs, là, c'est-à-dire les refus. Ah, désolé, j'ai pas de cas à côté de Mais moi. mais je vous ai dit dans la maladie d'Alzheimer, accord de Lévy, qu'est-ce qui était caractéristique? Il y avait deux éléments vraiment caractéristiques en dehors des troubles neurocognitifs. Le Parkinson et les hallucinations visuelles. Voilà. Donc, les hallucinations, hein, les productions Ok. visuelles et le syndrome parkinsonien. D'accord? Ils sont souvent les deux responsables d'une grosse agitation. Mais ici, si vous n'avez pas d'hallucination dans le texte, voilà, vous n'avez pas évoqué une maladie à corps de Lévy en premier.
De toutes les façons, le diagnostic différentiel, en premier, c'est toujours une maladie d'Alzheimer, hein, parce que c'est quand même le plus fréquent. Ok. Et parce que, voilà, après, il y a des arguments pour, il y a des arguments aussi contre, mais de toutes les façons, c'est que des diagnostics différentiels. Là, c'est juste une question de rappel de cours que j'ai fait tout à l'heure, parce que, là, si vous voulez, le diagnostic est assez clair. C'est juste, effectivement, pour que vous puissiez citer les différentes étiologies des troubles neurocognitifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les diagnostics différentiels des troubles neurocognitifs possibles, surtout quand on a une isocéphalie à pression normale, il faut faire attention à tout ce qui est carentiel. Parce qu'on sait qu'il y a des troubles neurocognitifs d'origine carentielle. Vous le savez ou pas? C'est-à-dire que les carences en vitamines. Comment vous dites? Ou les carences en vitamines, par exemple. Je ne comprends pas ce que vous dites. Oui, quand vous dites problème carentiel, c'est carence en vitamines, par exemple. Oui, en vitamine B9 surtout, hein, B12. en gériatrie, on sait qu'il y a des troubles neurocognitifs qui peuvent s'installer lorsqu'il y a des carences. Donc, c'est souvent en plus des diagnostics différentiels classiques, c'est souvent des éléments à évoquer, d'accord? Voilà, on va passer à la question suivante. Monsieur, par rapport à cette question, je crois que vous avez parlé des causes possibles de la maladie, en fait, de cette dame. En fait, dans le document, est-ce qu'on peut faire allusion, par exemple, à Alzheimer comme différentiel? Oui, c'est ce que j'ai dit. La maladie d'Alzheimer doit toujours être le premier différentiel de tous vos troubles neurocognitifs. Oui, donc pour les différentiels, pour cette réponse-là, il faut lister toutes les étiologies des troubles neurocognitifs majeurs comme différentiels. Ou, enfin, pas toutes. Il faut quand même que ça cadre un peu avec le tableau clinique. Hein? C'est-à-dire que vous allez citer quand même dans l'ordre de probabilité, c'est-à-dire du plus probable au moins probable. Ici, je pourrais dire maladie d'Alzheimer, mais sur la base de l'argument de fréquence. C'est un argument aussi. On peut dire que voilà, c'est la première cause quand même. D'accord? Mais sur le scanner, il n'y a pas d'atrophie. Voilà, je suis d'accord. Donc, c'est un élément contre. C'est pour ça que c'est un diagnostic différentiel. On va dire qu'il n'y a pas d'atrophie. Hein? Même si souvent, l'élément trompeur serait que quand on a souvent une atrophie, on a l'impression que les ventricules sont plus gros. Mais c'est souvent parce qu'on a une atrophie. Mais là, on nous a bien dit qu'il n'y a pas d'atrophie. Donc, voilà. Après, ça reste des diagnostics différentiels. Et je vous ai dit cette question, à la base, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir les étiologies en tête. Même si ici, le tableau clinique, il est très, très clair. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir des différentiels qui matchent. Est-ce qu'on peut, par exemple, dire un syndrome confusionnel, après on dit un trouble neurocognitif d'origine métabolique, infectieux? Oui, syndrome confusionnel, ça passe mieux quand même. Là. D'accord? En différentiel. Syndrome confusionnel, c'est tout à fait possible. Alors, le syndrome confusionnel, il a aussi ses critères DSM, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une fluctuation au cours de la journée, il faut que ce soit un trouble de l'attention qui s'installe de façon assez brutale. On peut supposer que c'est le cas, il faut... voilà, il y a aussi des critères, mais ça fait partie des différentiels. Le but ici, c'est vraiment que vous ayez toutes les étiologies de troubles neurocognitifs à la fin de cette présentation. C'est-à-dire que vous soyez capable d'énumérer toutes les étiologies possibles de troubles neurocognitifs. Vous pouvez les classer, si vous voulez. On peut avoir des troubles neurocognitifs d'origine dégénérative. Donc, ça peut être dégénératif pur. D'accord? C'est là que vous avez la maladie à corps de Lévy, la maladie d'Alzheimer, la dégénérescence frontotemporale. Vous pouvez avoir des étiologies vasculaires, d'accord? Donc, on peut avoir une leucopathie, on peut avoir, dans les étiologies vasculaires, c'est toutes des causes de démence vasculaire, donc des séquelles d'AVC, ça peut être ce qu'on appelle une leucoencéphalopathie,
d'accord? C'est-à-dire quand on a une tension artérielle qui est trop élevée, ça donne des micro-AVC qui laissent des taches blanches dans le cerveau et souvent c'est cause de ça. Donc vous pouvez énumérer donc les causes vasculaires, vous pouvez énumérer les causes métaboliques, les troubles neurocognitifs, vous pouvez énumérer les causes infectieuses, c'est ce qu'on attend de vous, les troubles neurocognitifs parmi lesquels on peut avoir des infections à VIH, on peut avoir certaines formes d'herpès, notamment de plus en plus, et on peut aussi avoir la maladie à prion, donc ce qu'on appelle l'encéphalopathie de Creutzfeldt-Jakob. Pratiquement, lorsqu'on répond à cette question, si c'est un examen, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre l'examinateur? Est-ce qu'il faut mettre le nom du diagnostic différentiel, ensuite expliquer pourquoi on devrait exclure ou inclure ça, je ne sais pas comment expliquer. Ça dépend de l'épreuve. Après, on aura des sessions pour vous expliquer comment répondre aux questions. Parce que pour le moment, on est sur le renforcement des connaissances. On aura vraiment des sessions pour vous expliquer comment répondre aux questions. Parce que c'est aussi autre chose. Est-ce qu'on fait Est-ce que dans votre cours, il y a une section qui décrit toutes les étiologies, qui décrit le domaine diagnostique, le domaine paraclinique, le domaine thérapeutique de toutes les étiologies possibles, pour qu'on puisse faire la différence? Bon? Non, vous ne pouvez pas faire comme ça. Parce que si vous voulez les réponses attendues, il faut couper vos micros, s'il vous plaît. Les réponses attendues doivent être vraiment concises et écrites dans un style télégraphique. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de réciter toutes vos connaissances. Il faut être précis. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, la question, c'est quels sont les diagnostics différentiels possibles de la maladie de cette dame. Voilà. Donc, vous allez les citer, mais vu qu'ils sont nombreux, je ne pense pas que vous aurez le temps matériel ici de dire les arguments pour et contre. Ce que moi, je propose de faire, c'est d'écrire sur votre copie par ordre de probabilité croissant, par exemple, de probabilité croissante, c'est-à-dire du plus probable au moins probable. Tu mets, voilà, tu cites comme ça l'examinateur, enfin, on est entre médecins, l'examinateur, il sait de quoi tu parles. C'est difficile parce que c'est une question qui prend du temps à répondre. Vous avez bien vu qu'il faut pouvoir classifier les différentes étiologies, mais voilà, il faut surtout citer les étiologies qui sont possibles. Mais ça, c'est pas une vraie question d'examen une fois de plus, parce que le cas clinique, il est trop complet. Parce que les sessions qu'on vous fait maintenant, c'est différent de l'examen blanc que vous aurez à la fin du mois, par exemple. Les sessions qu'on fait maintenant, c'est vraiment pour renforcer vos connaissances et vos aptitudes à passer d'un sujet à l'autre. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas voir ce sujet comme une épreuve que vous allez avoir aux EVC parce qu'on n'est pas encore à ce stade de la préparation. Donc là, on est encore dans le renforcement des connaissances. Et c'est pour ça que cette question, chercher à y répondre de façon très détaillée, c'est peut-être pas l'objectif parce que c'est pas comme ça que ça va être présenté le jour de l'examen. Vous comprenez? Oui, oui, monsieur. Voilà. Et donc, peut-être les premières questions, oui, mais cette question-là, en fait, quand je vous dis qu'une question est là pour tester vos connaissances, ça veut dire que c'est juste une question pour vous faire un rappel de connaissances. Donc, par contre, les 3 premières questions, c'est vraiment des questions d'examen. C'est vraiment des questions type examen qui peuvent venir. Mais la 4e question, c'est une question vraiment pour recentrer vos connaissances et vous permettre de classer les troubles dans des registres. C'est ce qu'on a essayé de faire en disant dégénératif, vasculaire, infectieux et métabolique. Donc, on se rend compte que finalement, les troubles neurocognitifs, ça peut venir de partout. C'est ça le but de la question 4. À la question 5 aussi, c'est une question théorique, mais une question très importante. Citer quelques tests cognitifs de débrouillage qu'on peut faire devant une plainte mnésique. Le minimal mental evaluation. Alors, c'est le MMSE, d'accord? Vous écrivez MMSE, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Le brief. Très bien. Le bref. Le Ça test veut dire des quoi, 5 bref? mots. Non, ça, je ne connais pas. D'accord. Il faut bien le bref. Quoi d'autre? Le test des 5 mots. De Dubois. Très bien. Le test des 5 mots de Dubois. Très bien. Quoi d'autre? Le test de l'horloge. Test de l'horloge. Très bien. Est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce que le test d'influence verbale existe?
C'est le test des 5 mots de Dubois. C'est ça, c'est une sorte de test de fluence. Alors, docteur, le NPI, Non. neuropsychiatrique Ah non, invention. non. Le NPI, c'est l'inventaire neuropsychiatrique. C'est un outil, pardon, qui permet d'évaluer les troubles du comportement chez les gens qui ont des troubles neurocognitifs. Attention, c'est pas pareil, d'accord? Le NPI est centré sur les troubles du comportement en vue de proposer des solutions, notamment non médicamenteuses. Comprenez? Et donc, il faut faire le NPI ici. Non. Le NPI, c'est que pour les troubles du comportement, d'accord? Ici, on est dans la plainte enfin, le trouble de la mémoire. Donc, j'ai une plainte mnésique. Quels sont les tests que je fais, d'accord? Vous avez très bien répondu. Généralement, c'est le test de 5 mots de Dubois, le MMSE, le test de l'horloge. Voilà, c'est vraiment des tests de débrouillage que on peut faire en cabinet si on a le temps ou alors assez vite. Après, il y a des tests plus complets, hein, mais ça relève souvent des évaluations neuropsychologiques. Alors, on va passer au cas clinique 2. Je vous le présente. En fait, c'est une dame de 80 ans qui est quand même très jeune pour une plainte mnésique, hein. Donc, ses antécédents, on note donc hypertension artérielle sous bisoprolol, sous irbesartan et sous hydrochlorothiazide. Un diabète de type 2 sous metformine, cancer du sein sous létrozole, hypothyroïdie sous L-thyroxine. Là, on commence à rentrer dans l'examen, n'est-ce pas? Elle vit à domicile avec son époux. Elle consulte de son propre chef et est très inquiète à l'idée d'avoir une maladie d'Alzheimer, comme sa sœur. Les troubles de la mémoire sont apparus récemment, il y a 3 mois, suite au décès brutal de son fils. Depuis, elle a perdu 3 kilos, ne cuisine plus, par manque d'appétit. Vous avez un examen clinique qui est tout à fait normal. Vous faites un MMS, comme la collègue disait tout à l'heure, c'est Victoire. Victoire, oui, comme elle disait. MMS, E, hein, il faut ajouter le E, à 24/30. Première question. Peut-on conclure concernant la présence ou non de troubles neurocognitifs? Oui, docteur, il y a des troubles neurocognitifs. Voilà. Qui c'est qui est d'accord avec la collègue? Ah non. Pardon, docteur? Essayez de répondre à la question, c'est-à-dire, peut-on conclure concernant la présence ou non de troubles neurocognitifs? Oui, on peut conclure à la présence des troubles neurocognitifs. Non, vous ne répondez pas à la question. Comprenez bien la question. Peut-on conclure à la présence ou non de troubles neurocognitifs? Oui, il y a des troubles neurocognitifs. D'accord, donc la première partie de la réponse est oui. C'est ce que vous dites. D'accord? Oui, docteur. Voilà, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord, on va discuter. Ce que vous dites, c'est oui. Ça, c'est le premier tiret. Deuxième tiret, vous dites quoi? Que suspectez-vous à ce stade? Non, on n'est pas là. On a dit que peut-on conclure à la présence ou non de troubles cognitifs? Vous avez dit oui, et vous dites qu'on peut conclure qu'il y a des troubles neurocognitifs, c'est ça? Bon, d'accord. Si vous dites que parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous auriez pu dire oui, on peut conclure qu'il n'y a pas de trouble neurocognitif. Vous comprenez? Oui. C'est ça que je dis qu'il faut bien préciser. D'accord? Ah, ok. C'est ça le sens du truc. Donc faites attention quand vous lirez les questions à l'avenir. Faites bien attention à bien répondre aux questions parce que c'est un examen français fait par les Français et c'est très français, donc il faut vraiment voilà, faire attention à ça. Maintenant, vous avez donné votre réponse. Que suspectez-vous à ce stade? La maladie d'Alzheimer. Ah, d'accord. Sur la base de quoi? Sur la base de... Bon, docteur, on a un MMS qui est à 24 sur 30. Oui,
Et donc, Et ça donc, correspond à quoi? ça veut dire que globalement, on a, je veux dire, globalement, en fait, je veux dire, la dame, bon, docteur, si je veux expliquer terre à terre, je dirais la dame est au début de sa maladie. D'accord. Alors, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. On garde ce que vous avez dit. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais on va faire on va faire un exercice pour vous permettre de comprendre, effectivement, le but de la présentation de ce soir. On va faire un exercice. Donc, OK, je garde ce que vous avez dit. Qui veut prendre la parole? Moi, docteur. Moi, je pense... Non, attendez, Francine a la parole et ensuite une autre personne prendra. Francine, les autres, vous coupez vos micros, on écoute chacun, d'accord? Et puis on se fait une idée. Moi, je pense plutôt à un trouble neurocognitif léger. Il peut peut-être bien s'agir d'un Alzheimer, mais à ce stade-ci, avec le MMS à 24/30, c'est une atteinte légère. Donc, je ne parlerai pas d'emblée d'un Alzheimer. Excusez-moi, Francine, mais répondez aux deux questions. Première partie de la question, vous dites oui ou non. Première partie de la question, oui, on conclut la présence de troubles neurocognitifs. Oui. D'accord. On conclut la présence de troubles neurocognitifs. D'accord. Et donc, que suspectez-vous, vous avez dit? Je dis que je suspecte un trouble neurocognitif léger. Oui. À ce stade. Oui. D'accord. On ne rejette pas votre réponse, on la garde comme celle de Victoire. Qui d'autre voulait parler? Je rappelle que pour ceux qui ne peuvent pas parler, il y a une messagerie, vous pouvez écrire ce que vous avez envie de dire et je pense que les messages vont s'afficher pour tous. Qui d'autre? Dedans, il y a une notion de perte, décès brutal de son fils. D'accord. Bon, je crois que ça peut provoquer peut-être une dépression. Et je crois que lorsqu'on se fie aux différents critères de classification des troubles neurocognitifs, le quatrième, ça dit que ce n'est pas mieux expliqué par une autre affection mentale, par exemple la dépression. Je pense que cette dépression peut être une des causes des troubles cognitifs qu'elle présente. Oui, donc on sent que vous avez de l'expérience. Maintenant, répondez à la question quand même, pour faire comme il faut. Moi aussi, je pense. Je crois qu'il est possible d'envisager un trouble neurocognitif, mais on pourrait aussi parler d'une dépression. Et lorsqu'on parle de cette dépression, je crois que c'est un peu difficile à ce moment-là de parler au même moment de troubles neurocognitifs légers. Mais que suspectez-vous, vous, à ce stade? On peut suspecter un trouble neurocognitif sans exclure pour autant une dépression. Non, docteur Issou, ne faites pas. Vous allez faire ce que j'ai dit tout à l'heure à notre collègue. Il ne faut pas faire ça, jamais. La question est précise. Que suspectez-vous à ce stade? Donnez une réponse. Il ne va pas vous handicaper parce que si vous mettez deux réponses, ça ne va pas aller du tout. À ce stade, moi, je parle plutôt pour un début, comme les autres ont dit, avec un mini-mental state de 24/30, c'est un peu faible pour parler d'un trouble grave. Je crois que c'est trop faible. Donc, je pense plutôt qu'on peut suspecter quelque chose tel que la dépression. On a vu plus. Donc, vous dites dépression. Vous dites dépression, choisissez votre temps. Oui, on peut suspecter. On ne peut pas exclure. Moi, je crois que je peux plus suspecter. Oui, mais c'est ça la question. Que suspectez-vous à ce stade? On ne vous demande pas d'être précis. Que suspectez-vous? Si je me fie vraiment de façon stricte aux définitions, je crois que c'est plus la dépression. D'accord, très bien. Très bien. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. On retient toutes les réponses. Hein. On ne va pas dire qu'il y en a qui sont justes ou fausses. Simplice lève la main, il dit trouble neurocognitif. Non, il y a M. Bouni qui dit trouble neurocognitif. S'il vous plaît. Voilà, trouvé. Oui.
Moi, je pense en fait que comme le début a été brutal, on peut aussi dire que ça peut être un syndrome confusionnel. Alors, voilà une troisième réflexion. Mais bon, de toute façon, moi, je ne juge pas, hein. Je vais vous faire trouver les réponses vous-même. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner la réponse, mais on va cheminer pour qu'on comprenne la réponse. C'est très important. C'est la question la plus importante du dossier. Et c'est pour ça qu'on va y mettre beaucoup de temps. Allez-y, développez. Pourquoi est-ce que vous êtes plutôt du côté du syndrome confusionnel? Le début est brutal et je pense aussi, oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, il y a des troubles neurocognitifs, il y a des troubles de la fonction supérieure, on appelle ça. Et c'est brutal et il y a une cause, si on peut dire, une cause sociale évidente à tout ça. D'accord. Alors, on retient ce que vous avez dit. Qui c'est qui veut prendre la parole ensuite? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre? Si tu peux parler, hein, il faut juste ouvrir ton micro et puis voilà. Merci pour la parole, docteur. Oui. Bon, il y a la présence de troubles neurocognitifs, étant donné que le MMS est 24 sur 30. C'est un trouble neurocognitif qui est léger. Je penserais beaucoup plus pour un syndrome dépressif, au vu que la dame s'inquiète, elle se rend à l'hôpital elle-même du fait qu'on a découvert qu'il y avait la maladie d'Alzheimer, comme sa sœur, de 2. Il y a 3 mois, de suite d'un décès brutal de son fils. Bon, elle ne mange pas, elle a perdu 3 kilos, elle ne cuisine plus par manque d'appétit. Je pense beaucoup plus à un syndrome dépressif. D'accord, mais finalement, la première, c'est-à-dire que première partie de la question, vous dites oui, c'est ça? Oui, tout à fait. On peut conclure à quelque chose, c'est ça? Pardon. On peut conclure, c'est ce que vous dites? Tout à fait, syndrome dépressif, oui, et un trouble neurocognitif. D'accord, donc vous êtes plutôt syndrome dépressif. Donc on a la confusion, la dépression et la team Alzheimer. Qui d'autre veut prendre la parole avant qu'on ne fasse l'analyse? Alors, il n'y a plus personne. Ce que je vais vous dire en premier, c'est que lorsque vous avez une question qui concerne les troubles neurocognitifs, essayez de revoir c'est quoi les critères DSM. D'accord? C'est quoi les critères DSM-5 des troubles neurocognitifs? Et finalement, est-ce que le patient remplit les critères? C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Quand on revient sur les critères DSM-5, on dit qu'il faut évidence d'un déclin cognitif significatif en comparaison avec un niveau de performance antérieur. Et on dit que ce déclin peut être observé par la personne elle-même, un proche ou un intervenant, d'accord? Et que il y a une performance cognitive nettement déficitaire qui est documentée. La deuxième condition, c'est qu'il faut que le déficit cognitif interfère avec les activités de la vie quotidienne. Hein, ça peut être une interférence grave ou pas. Le troisième, c'est que le déficit neurocognitif n'est pas observé dans le contexte d'un trouble confusionnel, d'un syndrome confusionnel. Est-ce que le patient coche les cases? C'est ça que, donc, dans votre tête, vous avez cette définition qu'il faut retenir par cœur, je vous le dis. Et maintenant, vous essayez de voir, est-ce que le patient que j'ai, est-ce qu'il coche les cases? Quatrième critère, déficits observés ne sont pas mieux expliqués par une autre atteinte du système nerveux central ou à la santé mentale. D'accord? On revient dans ce autre cas. Est-ce que ce déficit-ci n'est pas mieux expliqué par une dépression? La question est-ce que si on teste la dépression chez cette malade, vous allez identifier une dépression, d'accord? Parce que le contexte de deuil, il y a les troubles de la mémoire qui sont d'apparition récente, donc il n'y a que 3 mois. On a un MMS qui est faiblement altéré. On a une perte de poids. On a le fait qu'elle ne cuisine plus. On a une perte d'appétit. Donc, on a quand même
plusieurs éléments qui rentrent dans ce qu'on appelle une humeur dépressive caractérisée. À partir de ce moment-là, on ne peut pas conclure à la présence ou à l'absence de troubles neurocognitifs. Parce que on voit bien que dans notre définition DSM, le critère 4, il n'est pas respecté. J'ai un élément majeur qui est le deuil, qui à lui seul, même sans la dépression, peut mieux expliquer un déclin cognitif, d'autant plus qu'il est récent. Comprenez? C'est-à-dire que le deuil, c'est un problème de santé mentale, on est d'accord, hein? On peut dire que le deuil, c'est un problème. Quand on a le deuil, on n'est pas bien. Et donc là, en plus, il y a une dépression. Il y a un contexte évocateur. Comprenez? Ici, donc, la réponse est non, on ne peut pas conclure concernant la présence ou l'absence de troubles neurocognitifs. Ça, c'est l'un des arguments. Le deuxième argument, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas conclure concernant la présence ou l'absence de troubles neurocognitifs, c'est que le MMS, ce n'est pas un examen diagnostique des troubles neurocognitifs. Je vous ai bien dit plus haut que c'est ce qu'on appelle un test de débrouillage. Le test de débrouillage, c'est un test de dépistage. Donc, ce n'est pas un outil diagnostique. Donc, vous ne pouvez pas dire sur la base du MMS que, voilà, il y a des troubles neurocognitifs majeurs. Non, le MMS vous donne une idée. Mais maintenant, il y a des tests plus spécifiques. Il y a une démarche. Il faut que des critères soient remplis. Parce qu'on a vu qu'on peut avoir un déclin cognitif, d'accord, qui va avoir un mauvais MMS. Du coup, déclin cognitif veut dire mauvais MMS. Mais ce déclin cognitif peut être expliqué par autre chose. Elle consulte de son propre chef, très inquiète d'avoir une maladie d'Alzheimer comme sa sœur. Les troubles de la mémoire sont apparus récemment, il y a 3 mois. Est-ce qu'on développe une maladie d'Alzheimer en 3 mois? C'est ça la question. Suite au décès brutal de son fils, donc contexte deuil, perte de poids, ne cuisine plus, manque d'appétit, jusqu'à preuve du contraire, on est dans une dépression. Comprenez? C'est vraiment ici là, une question que je vous ai posée pour illustrer à quel point ça peut être compliqué des fois, devant un dossier, de déterminer quelle est la cause du déclin cognitif. D'accord? L'autre chose qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est que ici, le déclin cognitif ne concerne que un seul domaine cognitif. Alors que, effectivement, dans la maladie d'Alzheimer, on peut avoir un ou plusieurs domaines qui sont atteints, mais souvent plusieurs. D'accord? Donc ici, vous voyez bien que il n'y a que la mémoire c'est la plainte mnésique qui est au centre. Donc, on n'a pas dit qu'elle n'arrivait plus à gérer ses comptes. Vous voyez? Donc, ça, c'est autre chose. Donc, la mémoire et le calcul, c'est pas pareil parce que je peux ne pas me rappeler que Dr Esso a participé à cette séance demain, mais je peux quand même me rappeler qu'il y avait 21 participants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas, voilà, c'est pas, si je me mets à calculer, c'est pas la même chose que si je veux faire fonctionner ma mémoire en tant qu'entité qui me rappelle ce que j'ai vécu. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez bien la réponse et si vraiment vous êtes tous au clair maintenant par rapport à ce que c'est qu'un trouble neurocognitif et à ce que ça n'est pas. Est-ce que vous êtes tous clairs ou est-ce qu'il y a encore des questions? Vous pouvez parler, c'est-à-dire que... Oui, j'ai une question. Donc, en conclusion, pour diagnostiquer un trouble neurocognitif, il faut que les 4 critères soient respectés. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Si vous ne respectez pas les critères, comment vous voulez... c'est les critères diagnostiques. Comment vous voulez que... c'est comme, je ne sais pas moi... voilà, c'est des critères, il faut les respecter. Merci beaucoup. Maintenant, on peut discuter sur le majeur ou mineur en termes de retentissement sur l'autonomie. Mais généralement, les critères DSM, c'est des critères qu'il faut vraiment respecter, quoi.
Après, ça dépend des maladies, mais là, pour les troubles neurocognitifs, il faut avoir les critères. C'est-à-dire qu'on commence, j'ai 1. Est-ce que j'ai 2? Est-ce que j'ai 3? Est-ce que j'ai 4? Si j'ai pas si j'ai pas tout, ça ne veut pas dire que c'est pas ça, mais ça veut dire qu'il faut que je comprenne pourquoi c'est pas ça. D'accord? Il faut que je comprenne, en fait. Et c'est ça qu'il fallait faire ici. Se dit, trouble de la mémoire depuis 3 mois, c'est trop récent. D'accord? Si vous avez deuil maintenant, je le souhaite à personne, mais est-ce que vous allez forcément vous souvenir de tout ce qui va vous arriver pendant 3 mois à partir d'un deuil qui vous a vraiment touché? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aussi pouvoir faire cette démarche-là d'analyse et pour comprendre un peu. Alors, si vous avez tous compris, on va passer à la question suivante. Ce n'est même pas une question, c'est le cas. Donc, une fois de plus, la patiente était sortie sous escitalopram, c'est un antidépresseur, qui avait été perdu de vue et vous ne la revoyez que 2 ans plus tard. Elle consulte à nouveau avec son époux pour une plainte mnésique avec oubli de fer et sang et son époux vous apprend qu'elle s'est perdue la semaine dernière en rentrant des courses. Il n'y a plus de plainte thymique. La plainte thymique, c'est une plainte en rapport avec un trouble de l'humeur, donc de type dépression. Sa fille doit maintenant réaliser les déclarations d'impôts dont elle s'occupait auparavant. Donc, fonction, c'est quel type de fonction, là, la déclaration d'impôts? Donc, vous avez Fonction exécutive. voilà, très bien. Donc, enfin, il lui arrive de prendre ces traitements 2 fois dans la même journée. Vous comprenez? Votre examen clinique s'avère toujours normal. Bon, les gens qui aiment le MMS, c'est bien, parce qu'on est toujours à 23/30, avec un trouble de stockage de l'information, d'accord? Donc, on est sûr pour avoir une mémoire épisodique, et une atteinte des fonctions exécutives, comme on a dit tout à l'heure. Alors, que conclure concernant l'état cognitif de cette patiente? On arrive à la fin de notre présentation. On a du temps, hein, on a du temps, donc on pourra faire quelques questions-réponses. Ce qu'on observe, c'est en plus des troubles de la mémoire, elle présente aussi des troubles des fonctions exécutives qui font partie des fonctions cognitives. C'est Très une bien. aggravation cognitive. Voilà. Est-ce que, docteur Esso, la question que vous devez vous poser dans votre tête, c'est est-ce que les critères DSM-5 sont ici remplis cette fois-ci? D'accord? Est-ce Si, que je les crois qu'il y a... critères... Oui. Oui. D'accord. Plus de plaintes, il n'y a plus de plaintes cyniques, donc il n'y a plus de Voilà. dépression. On a un examen clinique qui est comment? Normal. D'accord? On a maintenant une atteinte de plusieurs domaines cognitifs. Mhm. Donc, effectivement, on peut dire que cette dame a des troubles neurocognitifs et on peut même dire que, bon, après, on ne peut pas vraiment dire s'ils sont modérés. Bon, disons que oui, on peut dire qu'elle a des troubles neurocognitifs. D'accord? Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que ces troubles neurocognitifs sont majeurs? Alors, est-ce qu'on peut dire que ces troubles neurocognitifs sont majeurs? Mhm. C'est quoi le critère pour dire qu'un trouble neurocognitif est majeur? Dire qu'un trouble neurocognitif est majeur, il faudrait que il y ait que le déficit cognitif n'interfère plus avec les activités de la vie quotidienne. Non, vous avez renversé là. Mhm. Voici le critère que j'ai surligné. Vous le voyez? Oui, C'est le docteur. critère qui dit si on est majeur ou alors si on ne l'est pas. D'accord? C'est le critère 2. Mhm. Ça veut dire que notre patiente, est-ce qu'elle avait besoin d'aide pour les activités requérant les fonctions exécutives tout à l'heure? Oui. Donc, trouble neurocognitif, il est majeur. Mhm.
Donc, on peut avoir, c'était aussi pour vous dire, attention, on peut avoir un trouble neurocognitif majeur avec un MMS qui n'est pas très bas. Ça dépend du niveau social et culturel de la personne. Comprenez? Donc, on peut avoir, comme ça, c'est pour ça qu'on dit le MMS, c'est pas un outil diagnostique, c'est un outil d'évaluation, c'est même un outil de dépistage, mais même pas parce qu'il y a des tests neuropsychologiques plus avancés qui permettent vraiment de préciser si on est dans une maladie d'Alzheimer ou pas. Il y a le le RI16, qui est un empan avec plusieurs mots et qui permet d'évaluer le rappel libre et le rappel indicé. Et si on fait ce test à cette dame, je suis sûr que puisqu'il y a des troubles du stockage de l'information, on se rendra quand même compte qu'il y a, voilà, qu'il y a ce trouble du stockage, qu'il y a des troubles de l'indissage, qu'il y a aussi des soucis avec la restitution. Bon, ça, c'est trop technique, mais ça ne vous sert à rien à ce stade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le MMSE, c'est un élément parmi tant d'autres, mais c'est comme les dédimères. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est positif qu'on a des troubles neurocognitifs, c'est pas parce que c'est négatif que, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a tout un raisonnement autour. Et la remarque que je voulais vous faire et que je fais toujours à ceux que j'encadre, c'est que à aucun moment dans votre définition, ici, on ne parle de MMS. Vous comprenez? Ce qu'on vous demande de faire, c'est d'apprécier le déclin cognitif de la personne. Parce qu'il y a des gens qui sont... Si vous faites le MMS à un médecin, vous pensez qu'il n'aura pas 20 trucs sur 30? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour dire qu'il y a aussi ce niveau-là qui fait que la personne est capable d'avoir un bon MMS, parce que 23 sur 30 n'est pas si catastrophique. À 23, on peut encore être éligible pour le traitement, le nouveau traitement. Mais ça dépend. L'idée, c'est vraiment que vous soyez centré plus sur le déclin cognitif que sur les tests de débrouillage. Voilà. Alors, la prochaine... attention, voilà. Du coup, la troisième question, c'est afin d'avancer dans votre diagnostic, quel examen de biologie et imagerie prescrivez-vous en première intention? Comme bilan biologique, je ferai en première intention une NFS à la recherche de s'il y a une infection dessous, les globules blancs, ou bien pour voir le taux d'hémoglobine, s'il y a une anémie. Et en dehors de la NFS, je fais également la CRP, la CRP, toujours pour voir s'il y a une inflammation ou une infection. Et en dehors de ça, je ferai également en première intention la glycémie, une glycémie à jeûne, pour voir si la patiente n'est pas en hypoglycémie ou bien hyperglycémie même. Aussi l'ionogramme. Alors, c'est quoi l'objectif général? Je vous arrête parce que d'une façon globale, c'est quoi l'objectif de votre général de vos examens de biologie et d'imagerie? Les objectifs. Rechercher s'il n'y a pas une cause curable, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire. Donc, rechercher une cause curable. Donc, une fois que vous avez dit ça, franchement, commencez à... Parce que sur votre copie, vous n'aurez pas le temps de tout ça. Mais bon, là, on a le temps. Donc, effectivement, vous recherchez une anémie, vous recherchez une carence en vitamines, vous recherchez des troubles ioniques, même si je pense que ce serait plus dans le cas d'un syndrome confusionnel. Bon, là, on serait plus sur des carences vitaminiques, plus sur autre chose. Vous recherchez quoi d'autre? Il faut aussi rechercher, doser
fait, évaluer la glande thyroïde avec les TSH. Très bien, la TSH, parce que effectivement, dans les hypothyroïdies, souvent, on peut avoir des manifestations cognitives. Donc, c'est très bien ce que vous dites. Quoi d'autre? Au niveau hépatique, il faut doser les transaminases pour être sûr que voilà, la fonction Bon, là, hépatique. là, vous allez un peu loin, hein. Bon, ouais. Mais bon, globalement, c'est juste une question pour vous dire, enfin, je crois que vous devez avoir ce livre, hein. J'espère que vous l'avez. Le collège de gériatrie, vous l'avez tous. Sinon, il faudrait essayer d'acheter. Enfin, dans le collège de gériatrie, vous avez toutes les maladies de gériatrie et voilà, et tout le raisonnement derrière. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'exclure une cause curable et de rechercher, non seulement il faut exclure une cause curable, mais il faut également rechercher ce qu'on appelle un facteur qui peut précipiter ou aggraver l'expression des troubles neurocognitifs. C'est-à-dire qu'on sait que si une patiente a des troubles neurocognitifs de base et qu'elle fait une infection, par exemple, pulmonaire, et effectivement, avec le syndrome confusionnel qui se rajoute, on peut avoir d'autres éléments. Maintenant, on va laisser la biologie, on va passer à l'imagerie. Qu'est-ce que vous prescrivez en première intention? IRM cérébral. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous cherchez sur votre IRM cérébral? Je recherche bon, sur l'IRM, en fait, comment je vais dire? Bon, si je pense à une maladie d'Alzheimer, par exemple, je recherche une atrophie cortico-sous-corticale. Je recherche une autre, voilà, une atteinte. Je regarde s'il n'y a pas une dilatation des ventricules pour pouvoir me faire, des ventricules pour pouvoir me faire penser à une, pour pouvoir me faire penser à une hydrocéphalie à pression normale. Oui. Et voilà, même un AVC, un hématome, tout ça. AVC, hématome. Bon. Il n'y a pas de souci, de toutes les façons, on va accepter. Effectivement, aussi, cette question, c'est une question aussi de rappel général. Mais on reviendra dessus parce qu'il y a une autre question pertinente après. Alors, en quatrième question, donnez la définition DSM-5 des troubles neurocognitifs majeurs. Et quelle différence faites-vous alors avec un syndrome confusionnel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent capable là, parce que c'est quand même l'objectif du jour, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent capable de nous donner la définition DSM-5 des troubles neurocognitifs majeurs et d'en faire la différence avec un syndrome confusionnel? Docteur, j'essaye. Oh, ben, vous n'êtes pas seul, hein? Et laissez quand même quelqu'un d'autre essayer. Et après, vous allez revenir compléter, d'accord? Ça vous permet aussi d'écouter les autres et voir aussi ce qu'ils ont à proposer. Oui, est-ce que nous pouvons nous fier aux critères de définition des troubles neurocognitifs majeurs? Je crois, premièrement, il y a le déclin cognitif qui est significatif par rapport au niveau antérieur. Oui, ça, c'est le premier critère. Oui. Oui, le premier. Le deuxième, on a des atteintes de plusieurs fonctions cognitives, telles que l'attention, les fonctions, l'apprentissage, le langage, la mémoire, les fonctions exécutives, la cognition perceptive, motrice ou sociale. Le troisième critère concerne également l'interférence avec l'autonomie dans les activités quotidiennes qui nécessitent une assistance. Le prochain, c'est que vous avez dit comme tout à l'heure que ça ne se vient pas uniquement dans un contexte de délirium ou de syndrome confusionnel. Le dernier critère concernait les autres affections. Ce n'est pas mieux expliqué par une autre affection mentale. Par exemple, la déplation. D'accord. Bon, globalement, c'est ça, hein. Voilà. Alors,
Quelle différence faites-vous alors avec un syndrome confusionnel? Bon, comme tout à l'heure, je suis en train de discuter sur la différence entre le syndrome confusionnel et les troubles neurocognitifs. Nous avons parlé de 3 mois. Bon, tout à l'heure, il était question de dire que le trouble neurocognitif majeur s'installe sur une période plus longue que 3 mois. Donc, c'est généralement chronique sur plusieurs mois ou sur plusieurs années par rapport au syndrome confusionnel qui survient brutalement. Oui. L'autre élément, vous avez parlé en précisant sur le syndrome confusionnel que ça se caractérise par des fluctuations. Oui, les fluctuations de conscience et de... Le D'accord. troisième critère, c'est que le syndrome confusionnel, généralement, étant donné que ces causes sont curables, on peut revenir au niveau initial après traitement des causes. Ah, oui, tandis que généralement le trouble neurocognitif majeur, comme nous l'avons vu, plusieurs étiologies qui sont incurables, telles que la maladie de Parkinson, nous avons parlé des atteintes vasculaires, de la maladie d'Alzheimer, généralement sont des causes qui sont difficilement curables, donc pas facilement réversibles. D'accord. Ok, je comprends ce que vous dites. Et bon, globalement, c'est l'idée, mais c'est pas précis. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'on n'a pas encore vu la définition DSM-5 du syndrome confusionnel, d'accord? Quand vous allez regarder, en révisant ce qu'on a vu ce soir, la définition DSM-5 du syndrome confusionnel, vous allez bien voir la différence entre le syndrome confusionnel sur la base des critères DSM et le syndrome majeur, voilà, également sur la base des critères DSM. Donc, c'est très important, les critères DSM. Vraiment, c'est central. Et voilà, c'est à connaître par. Donc, vous devez connaître les critères DSM des troubles neurocognitifs majeurs, obligatoires. Vous devez connaître les critères DSM des syndromes confusionnels. Et vous devez pouvoir être capable, et je vais m'en assurer à l'examen blanc de ce mois, de faire la différence entre un syndrome confusionnel et un trouble neurocognitif majeur chez un patient en fonction de la présentation clinique. Vous devez aussi pouvoir faire la différence entre un syndrome confusionnel, un trouble neurocognitif majeur et un épisode dépressif ou maniaque chez une personne âgée. C'est vraiment le côté sensible de la gériatrie. En fait, ce que j'ai aussi remarqué par rapport à la définition du syndrome confusionnel, c'est que ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a plus atteinte de l'attention et de l'orientation. Mais il est aussi possible qu'il y ait d'autres perturbations cognitives. Oui. Par contre, dans le cadre des troubles neurocognitifs majeurs, nous avons beaucoup plus de fonctions cognitives. Oui, beaucoup plus de fonctions cognitives. Bon, également, ce que j'ai remarqué par rapport au mode d'installation, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que l'autre critère, c'est par rapport au domaine de l'autonomie. Je crois que lorsqu'on parlait du problème d'autonomie, on n'a pas vraiment fait allusion à la perte d'autonomie. Comme dans le cas des troubles neurocognitifs majeurs, on n'a pas vraiment fait allusion à ça dans le cas du syndrome confusionnel. Je crois que c'est ça. D'accord. Oui, globalement, c'est ça. Mais ce que je vous dis là, bon, après, on ne va pas réciter les cours ici. C'est pas l'idée, vous comprenez? L'autre élément, c'est correct. C'est par rapport, le syndrome confusionnel peut être causé par une autre affection médicale. Bon, je crois que quand on parle d'autres affections, ça peut aussi être une affection psychiatrique. Par contre, le trouble neurocognitif majeur, comme vous l'avez dit, on ne devrait pas l'expliquer par une autre affection mentale. Je ne sais pas si c'est correct. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais je vous dis simplement que l'idée ici, c'est de vous faire connaître les deux définitions, connaître les deux critères DSM et pouvoir faire la différence. Ça, c'est très important. Après la différence, chacun aura sa manière de faire la différence. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre que les réponses de Victoire et de Simplice soient pareilles, que les réponses d'autres personnes. Ce que j'attendrais simplement, c'est que vous soyez capable vraiment d'en faire la différence, mais pas sur le papier, hein, faire une différence dans le tableau clinique. D'accord? Quand on vous présente un cas clinique,
que vous soyez capable de faire la différence. C'est ça vraiment le but de la question 4. À la question 5, quel argument en faveur d'une maladie d'Alzheimer cherchez-vous sur une imagerie de cette dame? Supposons qu'on fasse une IRM. Vous faites quoi? Vous cherchez quoi comme anomalie en faveur d'une maladie d'Alzheimer? Là, on vous précise l'étiologie. Une atrophie temporale. Atrophie temporale. Atrophie cortico-sous-cortique. D'accord. Quoi d'autre? Une atrophie hippocampique. Est-ce que c'est un? D'accord. Quoi d'autre? Donc, oui, globalement, vous avez bien raison. Donc, il faut rechercher une atrophie temporale interne et hippocampique. D'accord? Et cette atrophie hippocampique, il faut la grader suivant l'échelle de Sheltens. L'échelle de Sheltens, c'est une échelle importante pour la gradation de l'imagerie dans la maladie d'Alzheimer, surtout de l'atrophie hippocampique. Et ça nous permet de savoir à quel stade à peu près est-ce que la personne se trouve. Donc, c'est très important que le mot échelle de Sheltens ressorte dans votre recherche d'atrophie hippocampique. Ensuite, il faut, puisqu'on a dit en faveur d'une maladie d'Alzheimer, il faut quand même être sûr qu'il n'y a pas les autres causes. Donc, il n'y a pas de cause de démence vasculaire, il n'y a pas de dilatation ventriculaire en rapport avec une hydrocéphalie à pression normale, mais ça, c'est le bilan négatif. Mais dans le positif ici, c'est vraiment l'atrophie temporale interne et hippocampique qu'on mesure avec l'échelle de Sheltens. On peut aussi, comme la collègue a dit tout à l'heure, avoir une atrophie corticale et sous-corticale diffuse cette fois-ci, qui traduit vraiment la rareté du cerveau dans l'image. Et c'est vraiment aussi caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Bon, ça, c'est à l'imagerie. On aurait pu compliquer la question en disant la ponction lombaire, mais je vous invite également à savoir, à rechercher quelles sont les anomalies à la ponction lombaire, à l'analyse du liquide céphalorachidien d'une personne qui a une maladie d'Alzheimer. Ça, c'est aussi quand même important à savoir parce qu'il s'agit quand même d'une taupathie et il faut quand même savoir un peu comment est-ce que ça se recherche aussi, parce que même dans les examens de biologie, vous auriez pu proposer une ponction lombaire. C'est quand même vachement intéressant hein, chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, où on veut avoir des éléments pour confirmer le diagnostic ou alors pour mieux orienter le diagnostic, parce que c'est pas évident de confirmer un diagnostic de maladie d'Alzheimer chez la personne vivante, mais on s'appuie sur des faisceaux d'arguments pour dire que très probablement, on est sur tel ou tel tableau. Alors, la question 6, je l'ai mise là, mais je pense que ce sera quand on aura beaucoup plus avancé dans la formation, que vous allez voir quels sont les éléments de prise en charge. Mais je vais vous poser quand même la question pour voir un peu ce que vous en pensez. Selon vous, c'est quoi? C'est quels sont les éléments qui font partie de la prise en charge de ce patient spécifique? Je rappelle que quand vous avez un cas clinique, essayez de faire en sorte que vos réponses répondent vraiment à la problématique du patient qui vous est présenté. C'est-à-dire qu'il faut éviter, tant que la question ne vous demande pas de sortir du cas, comme les questions sur les définitions des DSM-5 et autres, il faut vraiment essayer de rester centré sur le patient. Et par rapport au patient que vous avez à accompagner, quel élément spécifique vous proposez. Voilà. Je vous écoute. La prise en charge de notre patiente est pluridisciplinaire. D'accord. Alors, c'est quoi les disciplines qui interviennent? Médicale, sociale, c'est tout ce que je peux dire, docteur. Oui, enfin, je ne vous en veux pas parce qu'on est au début de la formation, d'accord? Vous n'avez pas, de toutes les façons, moi, aujourd'hui, je ne vous demande pas de faire des prises en charge. Hein, je commence, si c'était un cas de pneumopathie et tout, oui, on avait discuté, mais sur ce type de maladie, je préfère qu'on prenne le temps. Hein. Moi, je reviendrai toujours sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire qu'on va évoluer aussi en niveau, hein,
en fonction de comment est-ce qu'on avance dans la formation. Effectivement, cette question est là vraiment juste pour vous titiller et pour vous, comment dire, vous faire déjà rappeler que la prise en charge est pluridisciplinaire. Il y a quand même le volet médical, comme vous avez dit, et dans ce volet médical, on a des activités, on a un volet encore qui peut être médicamenteux ou alors non médicamenteux. On a aussi le soutien familial parce qu'on a bien vu qu'il y a un époux à aider, donc il faudra aider l'époux. C'est ce qu'on appelle l'aide aux aidants dans l'accompagnement de ceux qui ont les troubles neurocognitifs. C'est dans le registre de l'aide aux aidants qu'on propose des mesures de répit. Des mesures de répit qui peuvent être des séjours temporaires, des hébergements temporaires, des accueils de jour ou des ateliers de stimulation mémoire. Il faut penser aussi au quotidien parce qu'on a vu que c'était une dame qui était plus capable de faire la cuisine, qui était plus capable de faire ses comptes. Est-ce qu'il faut proposer une mesure de protection, une curatelle, une tutelle? Est-ce que... Ouais, donc c'est quand même très compliqué. Je ne vous demande pas ça, mais je vous fais juste, je vous explique juste comme ça comment est-ce qu'on va évoluer dans la formation. Est-ce qu'il faut faire une curatelle? Est-ce qu'il faut mettre en place une mesure de protection juridique? C'est comme ça que ça s'appelle. Parce que vous avez vu qu'elle est plus capable de gérer ses impôts, donc il faut protéger la personne. Vous avez vu également que il y aura le problème avec les repas, donc, parce que peut-être qu'elle est plus capable de faire la cuisine, c'est elle qui faisait la cuisine et peut-être pas son époux. Donc, il faut penser au portage des repas, il faut penser à l'aide pour le ménage, il faut penser à la mise en place des aides pour la dépendance. Voilà, donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a aussi ce qu'on appelle les équipes spécialisées Alzheimer, c'est-à-dire que pour vraiment l'accompagnement spécifique des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, il y a les ESA, ESA, ce qu'on les équipes spécialisées Alzheimer qui sont vraiment bien et qui sont capables de se rendre dans les domiciles et de proposer voilà, de l'accompagnement vraiment spécifique pour ce type de malade. Voilà, globalement, c'est un peu ça qu'il faut savoir. Sur la maladie d'Alzheimer. Donc, on n'a pas tout vu, hein, c'est pas le détail, mais l'idée, c'était de vous présenter aujourd'hui les troubles neurocognitifs, de vous en présenter aussi des diagnostics différentiels, de vous présenter des tableaux qui peuvent vous prêter à confusion, et finalement, de vous présenter aussi le syndrome confusionnel, qui est quand même quelque chose de ultra fréquent en gériatrie et qui est souvent pris à tort pour un trouble neurocognitif. Voilà, je préfère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui parce que c'était quand même assez dense. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on ne conclue la séance. Avez-vous des questions par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Monsieur, est-ce que vous avez une liste exhaustive des principaux syndromes gériatriques? Alors, une liste, je vais pas vous donner de liste parce que je n'en ai pas dans ma poche, mais je vais vous montrer un livre qu'on vous recommande chaque année d'avoir. Parce que, en fait, si vous voulez, en médecine, vous savez très bien que la connaissance varie en fonction de qui c'est qui l'enseigne et de comment est-ce que la personne veut l'enseigner. C'est pour ça que ici en France, les enseignants, ils ont décidé de prendre, en fait, de vous proposer un livre. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, monsieur, c'est... De vous proposer un livre, voilà, un livre unique, vraiment qui constitue la référence de la connaissance théorique, une fois de plus. Parce que dans ce livre, vous n'allez pas voir les doses des antibiotiques, vous n'allez pas voir comment est-ce qu'on pose un diagnostic, non. C'est un livre qui dit comment est-ce qu'il faut définir voilà, les maladies en gériatrie, et notamment les syndromes gériatriques, des adaptations psychomotrices, quel bilan il faut faire pour tel ou tel examen, voilà. Donc, il y a le collège, la 5e édition du Collège national des enseignants de gériatrie. C'est un livre que nous on recommande toujours à tous nos apprenants d'avoir. Il faut essayer de l'acheter.
Si vous n'êtes pas en France, essayez de demander à ce que quelqu'un vous l'achète ici. Ça doit coûter une trentaine d'euros. Je sais pas. Non, non, en fait, je l'ai, hein, je l'ai, monsieur, je l'ai déjà. Oui. Et donc là, en fait, dans ce... Je crois que c'est bien ça qu'il faut donc retenir comme syndrome gériatrique, je crois que c'est ce que vous dites. Oui, après les syndromes gériatriques, on ne peut pas être exhaustif, mais déjà, ce qu'on a cité tout à l'heure, c'était des syndromes gériatriques. D'accord? L'isolement social, la dénutrition, les troubles sphinctériens, euh, euh, la constipation. Voilà, on a quand même beaucoup d'entités qui sont des syndromes gériatriques. Donc, les syndromes gériatriques, il n'y a pas une liste, mais c'est un peu aussi le bon sens de la personne et l'ensemble des pathologies qu'on retrouve dans la pratique gériatrique quotidienne. Donc, je ne peux pas vous faire une liste de toutes les façons, même si on vous fait une liste, vous n'allez pas tout retenir parce qu'il y a beaucoup voilà, de syndromes gériatriques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Excusez-moi, docteur, vous avez dit c'est le livre, c'est le collège de gériatrie? Oui, c'est ça, c'est un livre rouge. Vous cherchez la 5e édition, soit c'est la dernière édition. Et c'est très important aussi pour qu'on puisse discuter. D'accord? Mais pour répondre à notre collègue, effectivement, je vous ai dit qu'il y a la dénutrition, voilà, c'est des entités complexes. Il y a la déshydratation, les chutes à répétition, la confusion, les troubles neurocognitifs, la dépression, la perte d'indépendance fonctionnelle, les syndromes post-chute et même les escarres. Certaines classent les escarres dans les troubles, les syndromes gériatriques. Il faut voir. Donc, c'est une liste, voilà, c'est une longue liste, mais c'est des entités, ce n'est pas des pathologies spécifiques pour la plupart. Ou alors, souvent, c'est des entités intriquées. Il y en a qui mettent la rhabdomyolyse, syndrome post-chute, chute, rhabdomyolyse. Donc, voilà. Après, c'est une question souvent qui est très orientée parce que ce qui va se passer, docteur Esso, c'est qu'on va vous donner un cas clinique comme aujourd'hui. Et dans ce cas clinique, on va vous demander de rechercher le syndrome gériatrique. C'est donc plus facile de faire comme ça que de se dire, ah, quels sont les syndromes gériatriques? Parce qu'il y en a tellement, on ne peut pas tous les citer. Il y a aussi la iatrogénie dans les syndromes gériatriques que j'ai oublié de citer. C'est même peut-être le syndrome gériatrique majeur à connaître. La iatrogénie, c'est tout ce qui est effet indésirable ou alors symptômes cliniques gênants liés aux médicaments. D'accord? Donc, voilà. Donc, je pense qu'on partira surtout d'un patient pour vous demander les syndromes gériatriques qu'il a, plutôt que sur une grosse question qui dit, voilà, c'est quoi les syndromes gériatriques? Comprenez? Oui. Donc, voilà. Donc, globalement, vous allez voir. Oui. Pardon. Je voulais vous demander, est-ce que ce livre est suffisant pour être prêt pour cet examen? Est-ce qu'il est suffisant? Je demande, est-ce qu'il suffira pour réellement être préparé convenablement pour cet examen? Non, pas du tout. Il suffit, le livre ne sera pas suffisant, mais pendant qu'on va évoluer dans la formation, on va vous proposer d'autres supports. Oui, mais le livre ne sera pas suffisant, sinon on ne ferait pas ce cours. Le livre, en fait, c'est vraiment, puisque vous n'êtes pas gériatre pour la plupart, vous n'avez pas de diplôme de gériatrie, il faut quand même avoir les connaissances de base en gériatrie. Et ce livre-là, il est là vraiment pour vous donner les connaissances de base telles que c'est enseigné aux spécialistes de gériatrie enfant. Vous comprenez? Et maintenant, le fait d'avoir les connaissances de base en gériatrie, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de prendre en charge un malade, de poser un diagnostic jusqu'au traitement. Non, ça ne veut pas dire ça. La preuve, c'est que ce n'est pas un livre de traitement. C'est vraiment un livre déjà pour vous mettre à niveau, au niveau de théorie. D'accord? Et ensuite, il y a donc la pratique qui n'a rien à voir avec ce livre. Et c'est pour ça que nous, on est là. Mais c'est pour ça que nous, on vous conseille toujours ce livre, parce que une fois qu'on a vu des notions ici, vous allez lire dans le livre, et puis vous pouvez développer avec d'autres outils qu'on va vous montrer au fur et à mesure. Mais déjà, si vous pouvez connaître ce livre, ça va faire qu'il y a des questions que vous aurez eu besoin qu'on vous explique, et ça va permettre aussi qu'on aille à un niveau plus avancé. Par exemple, les candidats qu'on a eu l'année dernière, ils avaient un peu suivi ce schéma. Et franchement, à la fin, ils étaient très, très forts. Ce qui fait qu'on pouvait aborder des sujets complexes, vous voyez, comme les soins palliatifs. On pouvait aborder le traitement morphinique, traitement par les morphiniques. On pouvait aborder la gestion la gestion des troubles psychocomportementaux. Vous voyez, donc c'est très complexe, mais je ne peux pas vous donner toutes les connaissances si
vous ne faites pas ce travail personnel théorique, parce que n'étant pas gériatre, il faut quand même, on est d'accord hein, que c'est la base, c'est-à-dire qu'il faut quand même déjà avoir cette base, et après, maintenant, nous, on va développer vos compétences pour que vous soyez compétitifs. C'est ça le but de la formation. Voilà. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est 22 h. Et je vous donne rendez-vous sur l'une de nos prochaines séances qui sera animée par moi ou par l'un de mes collègues gériatres. Et je pense que vous avez le contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des mails ou alors à écrire dans le groupe où vous êtes, je suppose. Et comme ça, nous, on pourra vous répondre tout doucement et vous proposer un accompagnement en fonction de vos attentes respectives. Bonne soirée à tous. Merci pareillement. Merci, bonne soirée. Merci pareillement, docteur. Merci pareillement.